Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais vous laisser, si vous Oui, le souhaitez, allumer vos caméras. Donc, la rencontre est enregistrée et on va commencer tout de suite parce que je pense que le contenu va être chargé. Donc, nous avons ici Marie-Ève Dugas de chez Érudit et Mathieu Pigeon, donc bibliothécaire à l'Université de Montréal. Je vais les laisser se présenter plus en détail. Donc, ils vont nous présenter ce webinaire qui consiste à en fait vous aider à accompagner vos revues dans l'intégration au DOH. Donc, Marie-Ève et Mathieu, je vous laisse le micro. parfait. Merci beaucoup, Sophie. Oui, donc, bienvenue à ce webinaire où on va vous parler de l'accompagnement au DOAJ et particulièrement d'une collaboration souhaitable entre Érudit et les bibliothèques universitaires. Je suis Mathieu Pigeon, je suis bibliothécaire spécialisé, chargé des dossiers du libre accès et des revues à l'Université de Montréal. Mais de 2017 à 2024, j'étais employé chez Érudit où j'ai piloté le projet pilote d'accompagnement des revues en vue de leur inclusion dans le DOAJ, ainsi que la mise en place du service d'accompagnement au DOAJ qui a remplacé le projet pilote. Marie-Ève. Oui, Marie-Ève Dugas, j'ai été très, très longtemps bibliothécaire en milieu universitaire, notamment 11 ans à l'INRS, et puis depuis 2 ans chez Érudit, relativement récemment à titre de directrice des services de publication numérique. Quand je suis arrivée chez Érudit, je me suis joint à Mathieu dans le cadre du projet pilote d'accompagnement au DOAJ, notamment parce que dans ma vie personnelle, je suis bénévole pour le DOAJ, où j'évalue des revues en vue de leur inclusion, donc les candidatures des revues, évidemment pas celles d'érudits pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts. On peut aller à la prochaine diapo, Mathieu. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, Sophie en a parlé un petit peu, mais c'est vraiment un objectif très pointu, mais qui est plus large. Disons, l'objectif principal de la présentation, c'est de nous préparer collectivement à soutenir les revues qui sont financées par le FRQ et donc le Fonds de recherche du Québec et qui doivent se conformer à une exigence en particulier qui est celle que vous avez sous les yeux. Et celle de satisfaire aux critères du DOAJ et de déposer une demande de candidature pour y être incluse au plus tard le 31 mars 2029. Donc, à titre d'information, les fonds de recherche du Québec ont un fonds de soutien aux revues scientifiques francophones. Il y a depuis le 1er mai 2025, 60 revues qui sont financées par le FRQ et parmi celles-là, 54 ne sont pas au DOAJ. Donc, on a du pain sur la planche pour les prochaines années. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'était vraiment de discuter de la façon, une proposition d'érudit sur la façon d'accompagner les revues, puis de se coordonner aussi, parce qu'on peut anticiper, en fait, ça arrive déjà, des demandes de la part des revues d'aide. Ouais, en fait, je vais continuer là-dessus, puis après, Mathieu, tu pourras changer sur la diapo, mais il y a aussi des cas, il y a au moins 2 cas récents qui sont venus à mes oreilles ou des revues qui qui soumettent une candidature au DOAJ sans avoir même lu les critères, des fois j'ai l'impression, et qui sont rejetés immédiatement. Puis donc, évidemment, on veut éviter ça aux revues, on veut pouvoir les accompagner. Dans certains cas, les revues n'avaient pas de licence Creative Commons, alors que c'est un critère de base du DOAJ. Donc, on veut évidemment éviter des déceptions et du temps perdu pour nos revues et les accompagner le mieux possible là-dedans. Prochaine diapo. Donc, le plan aujourd'hui, très brièvement, on vous présente ce qu'est le DOAJ. Très brièvement, parce qu'on on tient pour acquis que vous connaissez quand même une base de ce que c'est le DOAJ, mais quand même, on en parle un petit peu. Ensuite, on va vous faire un partage de nos expériences d'accompagnement des revues dans le cadre du projet pilote ou même moi comme bénévole au DOAJ. Ensuite, on va parler aussi relativement brièvement en mettant l'accent sur certains critères d'inclusion des OAJ parce qu'il y en a beaucoup, là, une trentaine, mais on va en parler de certains en particulier. Et puis ensuite,
on va parler de la stratégie de collaboration qu'on propose. Donc, comment travailler Érudit et les bibliothèques pour accompagner les revues. Enfin, on aura une discussion, on a prévu un très grand temps de discussion à la fin pour voir un peu ce que vous en pensez, si vous avez des questions, etc. Et là, c'est une chose dont je ne t'ai pas parlé, Mathieu, mais je fais une proposition, puis tu me diras si ça va, mais comme on a beaucoup de contenu puis qui se recoupe et tout ça, ce que je vous propose, c'est difficile de voir les questions rentrer aussi quand on est en mode présentation. Alors, ce que je propose, c'est que vous gardiez vos questions pour la fin, au moment de la discussion, parce qu'on a beaucoup de temps prévu, ça, je vous le promets. Mais si jamais vous avez peur de l'oublier, vous pouvez le mettre dans le chat peut-être, puis au moins elles seront quelque part, puis on pourra y revenir à la fin. Si ça vous convient, c'est ce que je propose. Mathieu, ça te va comme système aussi? Sophie aussi? Parfait. Oui, on peut passer à l'autre. Alors, à moins qu'il y ait des objections majeures, on entre dans le vif du sujet. Donc, brièvement, tu peux passer à la prochaine, Mathieu. Le Directory of Open Access Journals, c'est maintenant c'est rendu un acteur qui est majeur dans le milieu du libre accès des revues en libre accès. Ça a été créé il y a un petit peu plus que 20 ans, si je ne me trompe pas, par un bibliothécaire qui avait envie, vous savez, il y a 20 ans, là, les revues en libre accès n'avaient pas nécessairement la meilleure presse, c'était les revues de second ordre et tout, donc il y avait cette volonté-là de redonner un petit peu du galon aux revues. Et donc, c'est ça, de leur donner une vitrine un petit peu et de reconnaître celles qui font un bon travail, les revues qui sont en libre accès, qui font un bon travail de libre accès. Donc, la mission du DOAJ maintenant, c'est d'accroître la visibilité, l'accessibilité, la réputation, l'utilisation et impact des revues savantes de qualité. Puis, il n'y a pas de distinction, là. Il y a vraiment une ouverture au monde entier. Donc, vous avez beaucoup de revues qui proviennent de pays en développement, de pays qui ne sont pas ceux qu'on retrouve dans les bases de données très anglo-centristes qu'on connaît. Un important élément à souligner, le DOAJ évalue la qualité des pratiques éditoriales des revues, pas la science qui s'y fait. Donc, évidemment, les chercheurs font de la science, en tirent un article qui est évalué et tout ça. Le contenu des articles n'est pas évalué, mais tout ce qui entoure, c'est pas juste le contenant, on s'entend, là, mais toutes les pratiques éditoriales qui entourent la publication d'un article, c'est ça que le DOAJ va évaluer. Donc, à la limite, quelqu'un pourrait dire, oui, il peut y avoir des revues de mauvaise qualité dans le DOAJ en termes de contenu, si on veut, mais elles ont des pratiques éditoriales qui passent la note là, pour ce qui est du DOAJ. Suivant. Alors, ce que c'est le DOAJ, mis à part qu'un organisme à but non lucratif, ceci dit, mais de mise en valeur des revues. Pour faire ça, c'est à la fois un répertoire de revues en libre accès. Donc, chaque revue qui est incluse au DOAJ va avoir sa petite fiche descriptive dans laquelle un auteur ou une autrice potentielle peut aller magasiner sa revue, par exemple, pour soumettre un article en disant, je cherche une revue dans tel domaine, mais selon tel critère, je veux garder mes droits d'auteur, par exemple, ce genre de choses-là. Donc, chaque revue incluse a une fiche descriptive. Mais aussi, c'est une base de données bibliographique comme on les connaît, comme les Scopus Web of Science de ce monde, parce qu'une fois que la revue est incluse, elle a la possibilité, ce n'est pas obligatoire, mais évidemment fortement recommandé, elle a la possibilité de transmettre les métadonnées de ces articles. Et puis, il y a un moteur de recherche dans le DOAJ pour pouvoir chercher par sujet, par titre, tout ce que vous connaissez normalement. Mais en plus de ça, le DOAJ va pousser ces métadonnées-là dans un paquet d'autres outils, dans Google Scholar, dans les outils de découverte de bibliothèque et dans certaines bases de données aussi, qui peuvent faire une sélection. Donc, et là, c'est un petit morceau qu'on est en train de clarifier avec le DOAJ. J'ai déjà parlé à quelqu'un au DOAJ, puis on est en train de voir un peu la dynamique. Ils envoient leurs données à plein d'endroits, notamment Web of Science et Scopus, sachez-le. Mais ça ne veut pas dire que Web of Science et Scopus prennent la totalité. C'est clairement pas ça, là. Mais donc,
ils ont accès à ces données-là, du moins. Après ça, évidemment, il y a une sélection qui est à part complètement pour ce qui est de ces bases de données-là. Mais bref, ils répercutent leurs données un petit peu partout. Donc, ça, évidemment, donne une visibilité aux revues qui est assez incroyable une fois qu'elles sont incluses. Puis, le diagramme que vous voyez là, à droite, c'est une étude que le DOAJ avait fait il y a quelques années, donc ce n'est pas les données les plus récentes, mais on voyait les recoupements entre ça. Les chiffres que vous voyez, ce sont en nombre de revues indexées. Donc, les recoupements on voit qu'il y a un recoupement entre Scopus, Web of Science et DOAJ, mais la portion rose saumon est quand même considérable. Donc, tout ce qui se trouve dans le DOAJ et qui n'est pas dans les deux autres outils est assez importante. C'est là, entre autres, que DOAJ fait une belle part aux langues autres que l'anglais, aux disciplines qui sont pas juste des sciences pures et dures. Oui, Scopus et Web Science le font aussi, mais le DOAJ le fait de façon un peu plus élargie. Alors, c'était ma petite introduction très rapide sur le DOAJ. Je passe la parole à Mathieu. C'est sur mute, Mathieu. Merci. J'ai oublié de m'enlever du mute. Donc, merci Marie-Ève. Je vais maintenant vous parler de nos expériences d'accompagnement des revues pour leur inclusion dans le DOAJ. Ces expériences-là, c'est la base de la proposition de collaboration qu'on va vous faire. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous parler du partenariat entre Érudit et le DOAJ et du projet pilote d'accompagnement des revues là, qui en a découlé. L'objectif principal du partenariat, c'était de faciliter le processus de candidature des revues diffusées sur Érudit en leur offrant de l'accompagnement. Au niveau du contexte, c'est d'un côté, il y avait des WAJ qui cherchaient à avoir davantage de revues non anglophones d'indexer sur sa plateforme. Et du côté d'Érudit, à l'époque, on parle de 2019 à peu près, on avait une douzaine de revues qui étaient dans le DOAJ. On était sous-représentés par rapport, les revues québécoises, par rapport au reste du Canada. Et on voulait rattraper cela parce que le DOAJ, comme Marie-Ève l'a dit, c'est bien établi aujourd'hui, mais ça l'était déjà à l'époque comme une référence là, pour les revues en libre accès. Au niveau de l'accompagnement, c'est privilégié, c'est une façon de travailler privilégiée par DOAJ parce que le processus de candidature peut être compliqué pour les revues. Et dans les statistiques qu'ils nous ont données à l'époque, et je suis certain que ça marche encore aujourd'hui, les revues qui font des candidatures spontanées, ils ont un taux de rejet d'à peu près 50 tandis que quand les revues sont accompagnées par des personnes qui connaissent les critères, souvent par des bibliothécaires, le taux d'acceptation augmente à 95 Donc, c'est très important. Au niveau du projet pilote, donc, on a mis en place le projet pilote à partir de 2020. On a commencé par faire les traductions de la documentation de DOAJ pendant cette première année-là. Ensuite, la première phase d'accompagnement a commencé. C'est moi qui étais là à l'époque, j'étais seul. J'ai accompagné 5 revues à soumettre leur candidature. Après un an, il y en a 3 qui ont soumis leur candidature, pour vous donner une idée. Et j'ai fait le constat avec d'autres personnes chez Érudit que c'était vraiment très chronophage de faire de l'accompagnement de revue pour le DOAJ parce que les critères sont complexes et ne sont pas nécessairement faciles à comprendre, mais aussi parce que chaque revue a un cas particulier et elle nécessite de l'accompagnement dans chacune des mises à jour qu'elle va faire à ces informations, dans les choix qu'elle doit faire, donc de l'accompagnement personnalisé. Puis à chaque fois que tu réponds à une revue, c'est quand même long. Puis donc, Érudit à l'époque, il y a à peu près 200 revues potentielles qu'on pourrait avoir dans le DOAJ. Et on se disait, c'est impossible de pouvoir accompagner toutes ces revues-là. Et le choix logique a été de demander aux bibliothèques universitaires de nous aider, de collaborer avec nous dans cette tâche. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est la phase 2 du projet pilote a été faite en collaboration avec les bibliothèques de l'Université Laval et de l'UQAM. La collaboration, ça nous a permis d'accompagner 13 revues, mais
après plus qu'un an, on avait seulement 3 revues qui ont été acceptées, juste pour vous montrer comment c'est quand même un processus qui ne va pas de soi nécessairement. Ensuite, à partir de 2023, on avait, avec les bibliothécaires avec qui on a travaillé, on avait mis en place un peu on avait divisé les rôles, on s'était partagé les tâches et à partir de 2023, Marie-Ève est arrivée, je crois, à cette époque-là, on a commencé à formaliser le passage d'un projet pilote en faire un service, en fait, pour accompagner toutes les revues. Donc, on a pris notre expérience et on l'a vraiment formalisé dans des grilles d'accompagnement, des grilles d'analyse, et on a revu un peu avec l'expérience qu'on avait, qu'est-ce qu'on faisait. On a essayé d'ajuster. Et donc, à cette époque-là, 2023-2024, on a continué d'accompagner des revues, mais on n'a pas sollicité de nouvelles revues ni de nouvelles bibliothèques pour travailler avec elles. Mais on a vraiment voulu terminer le projet pilote et la fin officielle du projet pilote, elle est venue en 2024 quand on a remis un rapport au DOAJ où on faisait justement le bilan de notre projet. C'était un peu à leur demande parce qu'ils se demandaient pourquoi on avait en 3-4 ans seulement accompagné 6 revues à soumettre leur candidature. Et dans ce rapport-là, donc, on explique bien le contexte dans lequel Érudit et les bibliothèques, on est placé. On accompagne des revues, on n'est pas les éditeurs de ces revues-là, et donc, on est soumis aux échéanciers des revues, aux priorités des revues. Et donc, nous, notre rôle est seulement un rôle de conseil. Et ça peut être très long quand les revues ont plein de priorités. Et on sait, nos revues, c'est des petites revues à but non lucratif, universitaires, et donc ils ont des très petites équipes. Et pour eux, le DOAJ, c'est un peu abstrait parfois, ou d'autres fois, ben, ça fait partie d'une liste de choses qu'ils ont à faire. Et donc, on remettait beaucoup à demain ou à plus tard la mise à jour des informations en vue d'être conforme aux critères du DOAJ. Et donc, ben, voilà. Euh, Au niveau des retombées maintenant de ce projet pilote, ben, Érudit a développé une expertise fine des critères du DOAJ, ce qui fait en sorte que c'est un bon joueur avec qui travailler pour faire de la collaboration au niveau de l'accompagnement, parce qu'ils connaissent bien les critères et l'évolution des critères. On a également fait 2 fois plutôt qu'une la traduction en français de la documentation. On avait commencé en 2020 et en 2024, la documentation commençait à dater un peu. Les critères évoluent tout le temps au DOAJ, c'est normal. Et donc, on a travaillé avec nos collègues de chez Mirabel, une organisation française, qui eux aussi accompagnent des revues au DOAJ. Donc, on a fait une très bonne traduction, je crois. Ce qui nous a permis de encore mieux développer notre expertise DOAJ. On a également développé des relations privilégiées, érudites, avec le DOAJ. Donc, relations directes avec des personnes chez DOAJ. Donc, quand on a des questions sur les informations d'une revue ou avec les critères, on a quelqu'un avec qui on peut discuter. Et également, quand on fait la soumission d'une candidature, on peut toujours poser des questions ou eux, de leur côté, plutôt que de rejeter la candidature, ils nous posent il nous dit hey, ici, c'est pas correct, est-ce qu'on peut changer ça? Qu'est-ce que vous voulez dire ici? Est-ce que vous pouvez améliorer les informations? Et donc, ça nous permet justement cette relation-là d'avoir un taux de succès dans l'accompagnement des revues. Également, ça se traduit par le parapluie d'érudits, c'est-à-dire que les candidatures, si les revues sont d'accord évidemment, on fait les candidatures avec le compte d'érudit et après ça, c'est un peu érudit qui peut gérer les fiches des revues. C'est plus simple pour le DOAJ quand s'ils ont de l'information à communiquer aux revues, de passer par érudit pour ensuite le transmettre aux revues. Les constats, ben déjà après la première phase, on avait
eu l'idée de collaborer avec les bibliothèques, ben, avec les phases subséquentes qui ont suivi, ça a vraiment consolidé cette idée-là, que c'était une bonne idée, en fait, de collaborer avec les bibliothèques. Et Rudy peut faire une analyse des revues, ben, des informations de la revue, mais après ça, le suivi au quotidien est fait par les bibliothèques et on trouvait que ça fonctionnait quand même très bien, là, malgré les petits, malgré qu'on a dit que ça pouvait prendre du temps. Sinon, dans les autres constats, c'est évidemment que les critères sont complexes pour certaines revues, comme il est indiqué dans la présentation, mais je pense que pour toute personne qui n'est pas initiée au DOAJ. Ce qui m'amène à la diapositive suivante. Dans les leçons apprises, c'est très important d'expliquer pourquoi c'est bénéfique pour une revue d'être dans le DOAJ. Oui, bien sûr, maintenant, les revues qui sont financées par le FRQ doivent y être pour 2029, mais ce n'est pas juste pour ça que c'est bénéfique. C'est expliquer pourquoi ça permet à la revue ben, de montrer en quelque sorte aux auteurs et aux lecteurs que c'est une revue avec des très bonnes pratiques éditoriales. Ça la distingue par exemple, des revues prédatrices. Et donc, c'est vraiment important d'expliquer ça aux revues, mais c'est aussi important de leur expliquer les critères. DOAJ ont une liste de critères, mais ils ne les expliquent pas. Et donc, nous, on trouve important d'expliquer chacun des critères. Pourquoi tu dois faire ça? C'est pas juste pour embêter les revues, c'est parce qu'il y a des raisons derrière. Ensuite, pardon. Ouais. Ensuite, dans les leçons apprises, l'importance de ne pas trop en faire en même temps. C'est l'idée de ne pas vouloir, ben, tant qu'à écrire une politique de libre accès, on va réécrire ton contrat, on va regarder pour Scopus. On ne veut pas faire des montagnes. C'est ce qui fait en sorte que ça s'étire et on doit plutôt y aller par étapes, petit à petit, planifier. Et là, je sors un peu du DOAJ, mais on a la feuille de route. Faire un peu comme avec la feuille de route de l'accompagnement des revues pour le passage au libre accès, ben, se faire une genre de feuille de route pour l'accompagnement au DOAJ, je pense que c'est important. Donc, c'est mon troisième point, c'est d'avoir cet échéancier-là avec les revues et de faire des suivis afin de faire en sorte que le projet d'indexation de la revue dans le DOAJ ait un début et une fin. Nous, consciemment, on n'en avait pas mis parce qu'on se disait, ben, les revues ont plusieurs priorités. Mais ça l'a fait en sorte que ben, une revue, pendant 9 mois, elle n'a pas travaillé sur ses critères, même si on avait fait une analyse à ce moment-là, puis que le bibliothécaire avait travaillé avec la revue, après 9 mois, plus personne ne s'en rappelait de rien, autant de notre côté que du côté de la revue. Donc, tout est un peu à refaire et ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, ce qu'on recommande, c'est vraiment pas nécessairement d'avoir un contrat avec la revue, mais de vraiment lui dire dans quoi elle s'embarque et même nous, de travailler, érudier les bibliothèques, à identifier les revues et savoir quand est-ce qu'elles sont prêtes à travailler en fait sur leurs critères. Lesquelles sont prêtes en fait, plus que les autres. Ce qui m'amène justement aux critères d'inclusion au DOAJ. Ce qui est important de comprendre, ben, Marie-Ève en a déjà parlé, c'est que DOAJ, et c'est à expliquer aux revues, c'est que DOAJ, ça n'évalue pas la qualité du contenu, mais vraiment la qualité des pratiques éditoriales de la revue, notamment en libre accès. Et donc, au cœur des critères, c'est l'éthique et la transparence, autant pour les lecteurs que pour les auteurs. Donc, les informations de la revue, ils servent à euh, informer les lecteurs et les auteurs sur les pratiques de la revue. C'est quoi le processus d'évaluation des articles? Qui est derrière la revue? C'est quoi les politiques de droit d'auteur, etc. Les principes de transparence et de bonne pratique sont vraiment importants pour le DOAJ, qui a même collaboré avec d'autres organisations du milieu de la publication scientifique et du libre accès pour mettre en place le guide de transparence et des bonnes pratiques. Juste pour me donner une idée à quel point c'est central dans la philosophie du DOAJ. Maintenant, notre expérience d'accompagnement nous a permis d'identifier
7 critères demandant le plus d'attention. Nous, on les appelait les critères les plus crunchy. C'est des critères qui peuvent faire en sorte que l'accompagnement d'une revue va être plus ou moins long, dépendamment si la revue répond déjà ou pas à ces critères-là. Les 2 premiers critères qui sont présentés ici ne devraient pas être un problème avec les revues qu'on veut accompagner parce que c'est déjà des revues bien établies. Elles sont toutes sur Érudit, donc le ISSN a probablement déjà été vérifié. Mais tout de même, il y a des cas où, par exemple, une revue va changer de nom et elle doit adopter un nouveau ISSN et pour des raisons obscures, ça devient long et puis le ISSN n'est jamais confirmé. Donc, c'est probablement des oublis qui sont là. Donc, avant de commencer avec les revues, disons qu'on a plein de revues dans notre institution, on se demande lesquelles on va accompagner en premier. On va regarder ces 7 critères-là et on va dire qu'eux autres sont prêts à être accompagnés, eux autres, on va prendre un peu plus de temps. Le ISSN, ben, c'est ça. On va regarder juste si son ISSN est confirmé. Au niveau du titre, DOAJ va se fier à ce qu'il va trouver sur le ISSN Portal. Et donc, c'est important de juste vérifier avec la revue si elle s'affiche avec un autre titre ou un titre juste légèrement différent, avec quel titre elle veut être indexée dans le DOAJ. Et comme ça, si le titre ne correspond pas à celui qui est enregistré sur le portal ISSN, lui dire qu'elle devrait demander à ISSN Canada de corriger son titre. C'est deux. Mes excuses. Les 2 critères suivants, c'est vraiment des critères qui peuvent être bloquants et avec lesquels on va devoir travailler le plus tôt possible et donc informer la revue et s'y prendre d'avance pour ces critères-là. Le premier, c'est la revue doit avoir au moins publié 5 articles scientifiques dans la dernière année et en publier 5 par année. Pour les revues qui viennent de flipper au libre accès, c'est plutôt 10 articles de recherche en libre accès. Et là, quand on parle de libre accès, c'est avec une licence Creative Commons ou l'équivalent. Donc, à planifier pour nos 54 revues FRQ, il y en a quand même plusieurs qui sont encore sous embargo ou qui n'ont pas de licence. Donc, c'est un point à aborder assez tôt avec les revues, puis dans notre structuration de notre échéancier. Ensuite, le point sur l'endogénité, c'est un point qui a été beaucoup, malheureusement, mis en évidence parce qu'il y a beaucoup fait en sorte que des revues se sont vues refuser leur candidature dans le DOH. Donc, l'endogénité doit être limitée à 25% pour chacun des 2 derniers numéros publiés par la revue. L'endogénité, c'est quoi? C'est le nombre d'articles de recherche. Donc, vraiment les articles scientifiques d'un numéro. On va exclure les éditoriaux, les comptes rendus et autres qui ne sont pas des articles scientifiques, mais donc le nombre d'articles qui sont écrits par toute personne de l'organisation. Comment est-ce que DOAJ regarde ça? Ben, c'est en consultant le site Internet de la revue. Il va avoir souvent une section où on va lister comité éditorial, comité scientifique et n'importe quel autre comité. Et c'est super simple, les bénévoles qui font l'évaluation de la candidature de la revue, ils regardent la liste des auteurs du numéro, ils la comparent avec la liste des personnes qui sont listées dans l'organisation. Puis à chaque fois qu'un article est rédigé par une de ces personnes-là, l'article est considéré comme endogène. Donc, si par exemple, dans un article où il y a 4 articles scientifiques, il y en a un où il y a quelqu'un qui fait partie, par exemple, du comité scientifique, ben, l'article est considéré comme endogène et il y a un taux de 25% d'endogénité pour le numéro. Donc, c'est une question abordée avec les revues vraiment d'avance parce qu'ils vont planifier leur numéro, ils doivent planifier leur numéro en conséquence. Et aussi, si la revue liste plein de gens, par exemple, pour les remercier, par exemple, dans le comité scientifique, mais ces gens-là n'ont pas vraiment un rôle dans le comité scientifique, ben, peut-être leur dire qu'ils ne devraient pas mettre le nom de ces gens-là à cet endroit-là parce que ça fait augmenter potentiellement leur taux d'endogénéité. Les 3 derniers critères sont les suivants. Donc, est-ce que la revue possède
déjà une licence Creative Commons ou équivalent ou pas. Là, dans notre cas, avec le FRQ, ça va peut-être être un peu plus simple, mais l'adoption d'une licence par les revues, c'était quand même un bloquant là, qui a fait vraiment allonger le processus de candidature. Les revues, bon, ils n'adoptent pas la licence facilement comme ça. Ils doivent souvent aller parler avec le comité ou avec le board de la revue. Et donc, c'était très compliqué à ce niveau-là. Là, peut-être qu'avec le FRQ, ça va être plus facile, mais encore là, s'il y a des revues, je crois qu'il faut aborder la question en partant avec les revues parce que certaines bénéficient de redevances de droits d'auteur et elles veulent pouvoir en bénéficier le plus longtemps possible avant de passer au libre accès diamant avec licence. Là, je parle toujours des revues soutenues par le FRQ. Et donc, pour ces revues-là, si elles ne veulent pas adopter une licence Creative Commons, parce que la licence Creative Commons fait en sorte que la revue renonce à ses redevances de droits d'auteur. Donc, si la revue veut continuer de recevoir ces redevances-là, on va la mettre un peu plus loin dans le processus où on va travailler avec elle plus longtemps. On va travailler avec elle, mais peut-être pas en priorité pour qu'elle puisse continuer de bénéficier de ça. Sinon, les deux derniers points, je vais les aborder ensemble. C'est que tous les sites de la revue doivent présenter la même information et toutes les versions linguistiques des sites de la revue doivent être identiques. Donc, les revues ont souvent un site érudit, ils ont ensuite un site OJS, ils ont parfois un site institutionnel. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que les informations sur tous ces sites-là et dans toutes ces langues-là sont souvent divergentes. Et là, ça, c'est très problématique d'un point de vue bonne pratique parce qu'on ne sait jamais, il faut bien l'expliquer aux revues, c'est qu'on ne sait jamais par où les lecteurs ou les auteurs potentiels vont accéder à votre site. Donc, il faut que toutes les informations soient les mêmes et soient à jour parce que les gens doivent avoir de l'information fiable. Nous, ce qu'on on s'était dit, Marie-Ève et moi, c'est donc on recommande que les revues se choisissent un site principal où on retrouve à peu près toutes les informations de la revue et les autres sites sont donc considérés comme des sites secondaires. Les sites secondaires, pour pas qu'ils soient deviennent des coquilles vides, on recommande quand même d'avoir des informations minimales. Donc, la description de la revue, incluant son ISSN, sa thématique, son public cible, son statut de libre accès, la licence, le type d'évaluation par les pairs, le lien vers le site principal également pour toutes les informations qui ne s'y trouvent pas, les coordonnées générales de la revue avec une personne de contact, le lien vers les directives aux auteurs et toute autre information qui font du sens d'avoir sur un site, comme par exemple d'avoir sur son site institutionnel des nouvelles, des billets de blog, etc. Ce qu'on ne mettrait pas nécessairement sur le site érudit. Pour déterminer le site principal, on se disait, c'est habituellement, ça devrait être le site où le DOI des articles renvoie. Et tout ça, c'est ce qu'on conseillerait aux revues, mais c'est elles qui ont quand même qui devraient avoir le dernier mot. Comme pour les informations minimales, s'ils veulent avoir plus d'informations sur leur site secondaire, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'elles soient conscientes qu'elles doivent maintenir à jour l'information. Donc, est-ce qu'elles sont capables de le faire? Donc, voilà, c'est tout pour moi. On pourra continuer la discussion après la présentation. Je repasse la parole à Marie-Ève. Je viens de faire un Mathieu. Oui, j'allais te C'est le bon. dire. Donc, Mathieu a présenté les 7 critères qui étaient ceux qu'on regarde au départ parce qu'on sait qu'ils vont demander peut-être un peu plus de temps et d'attention. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de critères au DOAJ. Donc, vous en avez une liste ici. Je ne vais pas m'y attarder plus que de vous dire que essentiellement, beaucoup d'informations doit se trouver sur le site web. Donc, tout ce qui est question de toutes les politiques, les licences. Bref, c'est dans un principe de transparence. Donc, avoir toute l'information, pas de surprise pour un auteur ou une autrice ou lecteur. Bref, tout est là.
C'est essentiellement ça qui est à retenir. Maintenant, il y a une attention particulière qui est apportée aussi. Puis ce qu'on regarde, là, je vais mettre le chapeau de bénévole au DOAJ, ce qu'on regarde aussi, c'est quand il y a de l'incohérence. Donc, par exemple, dans le contrat qu'on accorde à l'auteur, on lui donne certaines permissions, mais on lui interdit de faire certaines choses alors qu'on le permet au lecteur ou à la lectrice. Ça, évidemment, ça n'a pas de sens de donner plus de permissions à des gens qui ne sont pas les auteurs. Il faudrait au moins que ça soit la même chose. Des fois, il y a des mentions contradictoires. C'est aussi simple que dans le PDF, on va écrire tout droit réservé, alors que sur le site, on dit nos articles sont sous licence Creative Commons, CC BY, etc. Donc, évidemment, tout ce qui est incohérence, contradiction, ça, évidemment, c'est à aplanir. Puis comme dans plusieurs cas, la même information se retrouve à plusieurs endroits, ben c'est là qu'il y a risque d'avoir des petites incohérences comme ça. Puis, une autre chose qui est à regarder, mais ça, de façon générale, c'est pas un critère, en tout cas, c'est rare que ça soit un critère qui est problématique, mais une navigation claire, aisée dans le site, pas de lien, ça peut arriver, là, pas nécessairement des liens cachés, mais que ça prend 12 clics avant d'arriver à l'information qu'on cherche pour, par exemple, c'est quoi la licence qui est appliquée si elles ne sont pas directement dans le PDF des articles. Donc ça, des fois, on prend la peine de vouloir faire remonter ça un petit peu plus haut dans la structure du site pour pas que ça semble caché, ou du moins pour pas que le lecteur ou la lectrice passe une demi-heure à trouver l'information qu'elle souhaite, en fait. Fait que, une fois, maintenant qu'on a mis la table un petit peu, c'est pas un cours sur comment faire comment soumettre une candidature au DOAJ, c'est pas le but de la présentation aujourd'hui, mais c'est plus de vous parler justement ce qu'on propose comme stratégie de collaboration entre érudits, donc entre vous et nous, nous étant moi pour l'instant, mais érudits. Donc, prochaine diapo, Mathieu, s'il te plaît. Donc, je vous présente un petit peu, évidemment, je ne m'attends pas à ce que vous lisiez ça, là, mais je vais vous l'envoyer. Sophie, tu as la liste, j'imagine, des participants. C'est ce que Mathieu et moi, avant que Mathieu parte de chez Érudit, on a établi, c'est une stratégie de collaboration entre Érudit et bibliothèque. Donc, on parle un peu du contexte, la proposition, le grand tableau, vous allez voir, j'y reviens, là, mais c'est là qu'on essaie de bien définir qu'est-ce qui tombe dans la cour d'érudits, qu'est-ce qui tombe dans la cour des bibliothèques, selon nous, tout en proposant une structure flexible. Vous ne le voyez pas parce que c'est trop petit, mais à certains moments, l'objectif d'érudit, c'est aussi de s'adapter à la réalité de la bibliothèque. Il y a certaines bibliothèques qui ont des services qui sont étendus, qui sont capables de prendre certaines responsabilités. Donc, c'est une structure qui se veut flexible, mais au moins c'est un canevas de départ pour commencer à discuter de comment on va accompagner les revues de chacun de vos établissements. Donc, cette stratégie-là, elle a été distribuée déjà au niveau du PBUC, au comité d'experts, ou je ne sais trop quel nom ils avaient à l'époque ou maintenant, mais bref, ça a été distribué, ça a été relativement accepté, mais c'est une chose qu'on va discuter quand on va commencer à travailler ensemble. Je dirais, on va vous envoyer ça. Puis aussi le rapport qu'on a remis au DOAJ dont Mathieu a parlé tout à l'heure. C'est un rapport qui est en anglais parce que ça s'adressait aux gens du DOAJ. Mais si vous êtes curieuse un peu de voir quels sont nos constats, outre ceux que Mathieu a fait dans la présentation, on vous enverra ces documents-là par la suite. Donc, prochaine diapo. Donc, le grand tableau que vous avez vu là, si je le reprends de façon un petit peu plus séquentielle, si on veut, ou en fait, de façon résumée aussi de ce qu'il y avait. Donc, les grands jalons d'une ronde de collaboration sont les suivants. Je parle d'une ronde de collaboration parce que ça se pourrait très bien qu'avec une bibliothèque, disons, je m'adresse à l'UQTR. Je dis bonjour Nadia et tes collègues. Voici, on va travailler ensemble. On pourrait s'entendre sur commencer par une ronde avec une ou deux revues, puis 6 mois plus tard, 1 an plus tard, refaire une autre ronde, et là, on recommence un petit peu le processus. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une fois une collaboration érudit-bibliothèque, ça peut être successif, dépendamment de la stratégie qu'on va avoir adaptée au départ, de la capacité de la bibliothèque à collaborer, la capacité d'érudit aussi, il va falloir en tenir compte. Donc, la première chose qu'on propose, c'est d'abord une rencontre entre la bibliothèque et nous pour
Regardez justement la stratégie, la proposition, le tableau, puis vous avez vu là, dans le tableau, peut-être il y avait des petits X dans une colonne érudit, des petits X côté bibliothèque, mais là, est-ce que ces X-là sont au bon endroit ou on les déplace? Est-ce qu'une bibliothèque dit non, ça, j'aimerais mieux que tu le prennes, etc. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, ensemble, on peut déterminer les revues qu'on pourrait potentiellement contacter là, pour commencer à leur proposer finalement notre offre de service. Et là, ça sera à discuter avec la bibliothèque aussi. Quelles sont les revues potentielles? Est-ce qu'on veut cibler d'abord des quick wins, c'est-à-dire des revues qui sont déjà en libre accès, ont déjà une licence Creative Commons, que, ah oui, la personne est dynamique et c'est vous, les bibliothécaires, qui connaissez le plus vos revues en disant, ah oui, cette personne-là est très, très volontaire, elle m'en parle déjà depuis un bout de temps, donc on peut décider de commencer par les plus faciles si on veut, puis après ça, s'attarder aux plus longues, ou vous pourriez avoir une toute autre vision de la chose et dire, moi, je commençais par les... Bon, bref, c'est à discuter ensemble. Il y a aussi, nous, on reçoit déjà, moi, j'ai une liste de revues, je vous dirais, là, qui ont déjà cogné à notre porte, qui ont parlé avec Ossine Shehab, qui est leur personne ressource chez Érudit, et qui disent, bon, mais là, je vais être dans le DOAJ, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Fait que moi, j'ai déjà, dans bien des cas, des listes de revues à vous proposer en disant, celle-là, on a déjà établi un contact. On leur a dit, attends un petit peu, on est en train de s'organiser, on va revenir, mais voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est une analyse préliminaire faite par Érudit qu'on propose. Essentiellement, vous allez voir que le travail d'Érudit, ce qu'on propose dans le cadre de la collaboration, c'en est un d'analyse, de conseils principalement. Et la première partie de l'analyse, c'est l'analyse préliminaire qui est faite sur les 7 critères dont vient de parler Mathieu, donc les plus complexes ou chronophages, simplement pour avoir un portrait rapido d'une revue en disant, oh, elle va être complexe parce que regarde ce critère-là qui est dans nos critères crunchy, elle a du chemin à faire. Et donc, ça va vous donner comme bibliothèque aussi un autre regard en disant, ah oui, OK, on mesure un petit peu plus le travail qui nous attend en regard de la bibliothèque, de la revue. Donc, à la limite, si on a besoin de réajuster notre liste de revues potentielles qu'on avait établie au point 1, ben, on pourra le faire à ce moment-là à la lumière de l'analyse qu'on aura fait sur les 7 critères. Je vais vous montrer, là, j'ai des copies d'écran de notre grille d'analyse pour les prochains. Je vous montrerai ce que ça a l'air comme analyse préliminaire. Mais c'est simplement les 7 critères, c'est répondu, c'est pas répondu avec des commentaires. Ça, c'est une analyse qui est assez rapide pour nous à faire. Ensuite, une fois qu'on a fait la liste, ben, on va inviter les revues, puis ce qu'on propose, mais ça pourra varier évidemment d'une place à l'autre, un webinaire d'introduction. Donc, juste pour ne pas avoir à la pièce, si on a plusieurs revues dans un même établissement, ben, pas avoir à la pièce à refaire la présentation, l'introduction à tout ça, peut-être de prendre une petite cohorte de revues si on en a assez. À la limite, là, pour les universités qui sont un peu plus petites et qui n'ont pas énormément de revues, est-ce qu'on peut s'entendre pour dire on va faire un webinaire deux universités combinées ou ce genre de choses-là? Tout ça est à discuter. Mais bref, c'est un webinaire qu'on a mis en place, Mathieu et moi, où on présente globalement le DOAJ en mettant l'accent sur évidemment les avantages d'IAD, les efforts nécessaires et tout ça. On leur parle du processus, donc ces grands jalons-là, on le présente aussi pour dire aux revues, voici ce à quoi vous attendre. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on remet l'analyse qu'on avait déjà faite, l'analyse préliminaire faite par Érudit, remise à la bibliothèque. On la remet à la revue qui, elle, va pouvoir dire « Ah oui, j'ai beaucoup de travail. » ou « Ah, ça a l'air pas si pire de ce côté-là. » Et pourra prendre une décision, parce qu'évidemment, ça revient toujours entre les mains de la revue de dire oui, non, ou pas maintenant. Écoute, présentement, là, je suis dans des grosses demandes de subventions. Ça serait mieux que ça soit dans 1 an, par exemple. Et donc, on pourra voir, la revue pourra prendre sa décision, pas en toute connaissance de cause parce qu'on n'aura pas fait une analyse complète, mais au moins un début de choses à quoi s'attendre. À partir du moment où la revue dit oui, là, on fait une analyse complète qu'on propose par Érudit avec une grille que je vous montrerai aussi rapidement. Et donc, là, on passe chacun des critères du DOAJ et on fait nos commentaires. On dit répondu, pas répondu, répondu à moitié avec les commentaires qu'il faut et le travail suggéré là, pour la suite. Ensuite vient le gros du travail de la part de la revue qu'on propose accompagner par la bibliothèque. C'est la portion où Érudit peut être
un peu moins actif dans cette portion-là, dépendamment de la capacité de la bibliothèque aussi, comme on l'a dit, il y a peut-être des petites cases qui seront à cocher. Ceci étant dit, évidemment, c'est la revue de la rédaction de politique. On ne peut pas rédiger la politique pour la revue, c'est elle qui doit faire ça. Ce qu'Érudit propose à ce stade-là, c'est un rôle conseil, parce que justement, on sait ce qui va passer ou ce qui ne va pas passer du côté des OAJ. Et donc, s'il y a des questions, si ça, est-ce que ça fonctionnerait comme ça? Bien sûr, on peut donner des exemples aussi de revues qui ont bien fait ça et qui ont quelque chose d'intéressant. Une fois que la revue et sa bibliothèque disent ouais, on est prêt à soumettre, chez Érudit, on va faire une validation finale juste pour s'assurer qu'il n'y a rien d'oublié puis qu'on ne fasse pas une candidature, on ne soumette pas une candidature pour rien. Donc, une petite validation finale. Et ensuite, dépôt de la candidature. Et là, il y a 3 façons de le faire. Mathieu l'a abordé. Sous le parapluie d'Érudit, j'y reviens, mais Mathieu en a parlé aussi. Par la bibliothèque, donc la bibliothèque pourrait elle-même créer un compte éditeur chez ODOAJ et soumettre les candidatures de ses revues, ou la revue elle-même. Et ça, nous, ça ne change rien dans notre offre d'accompagnement, que ce soit Érudit qui fasse le dépôt de candidature finale ou que ce soit la bibliothèque. Le reste des étapes, on y participe, même si dès le départ, la revue dit non, c'est moi qui veux faire la demande. Aucun problème. On va quand même accompagner si tel est le désir de la revue. Prochaine diapo, Mathieu. Donc, ce que je vous montre là, c'est la grille d'analyse des 7 critères que Mathieu a présentés, donc nos critères d'analyse préliminaires. Vous les avez sous les yeux, les 7, pas besoin de lire, mais bon, bref, colonne de gauche. On les a regroupés aussi par grandes catégories thématiques. Quand on a aussi peu de critères, ce n'est pas nécessairement si parlant, mais vous allez voir la grille d'analyse complète et sur un peu le même modèle, donc les mêmes regroupements, donc information sur l'ISSN, il y a 2 critères, lectorat et pratique éditoriale, 2 critères, etc. Donc, une petite explication vite fait, là, il y a moyen d'aller un peu plus en détail, je vais y revenir. Puis, satisfait ou pas comme critère, quand c'est satisfait, on le coche et ça paraît en grisé, donc on attire moins l'attention dessus, on voit que ça, il n'y a pas de travail à faire de ce côté-là. Puis, on met des commentaires si besoin. Et l'autre grille et la complète, et là, vous n'avez vraiment pas la vue complète parce que ça fait plusieurs pages. Comme j'ai dit, c'était une 30aine de critères, ceux du DOAJ, regroupés selon les mêmes grandes catégories, là, donc le bandeau un petit peu plus rose saumon pâle. Donc, conformité à la politique du libre accès, information sur l'ISSN, ça c'est très exactement les mêmes qui revenaient dans l'analyse préliminaire. Même colonne d'explication courte. Par contre, là, il y a une différence dans cette grille d'analyse-là. C'est pas juste satisfait ou pas, c'est satisfait ou pas. Est-ce que c'est présent sur le site principal? Donc, la notion de site principal, site secondaire dont vous a parlé Mathieu. Et on précise aussi les autres sites, les autres langues. Donc, est-ce que ça se retrouve partout? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça accroche en quelque part? Donc, le critère pourrait être satisfait, mais simplement parce qu'on le sait. Par exemple, la revue applique une évaluation par les pairs en double anonyme avec 2 réviseurs indépendants. Ça, on le sait que la revue fait ça, mais c'est écrit nulle part sur son site. Donc, le critère est satisfait, mais maintenant, il n'est pas explicite sur le site. Donc, ça, c'est ce qu'on s'assure aussi, c'est que l'information soit là, parce que sinon, évidemment, le DOAJ et le lecteur et lectrice ne peuvent pas deviner ce qui se passe derrière le site web. Donc, ça, c'est la grille d'analyse complète. Prochaine diapo. Maintenant, un petit mot, là, Mathieu en a parlé suffisamment, fait que je fais juste de vous parler. Donc, quand vient le moment de déposer la candidature, il y a le parapluie d'Érudit. Ce que ça veut dire, le parapluie d'Érudit, ça veut dire qu'Érudit soumet la candidature à partir de son compte. Ça veut dire aussi que la fiche d'information sur la revue qui se trouve au DOAJ doit être mise à jour par Érudit. Donc, il faut que la revue continue d'informer Érudit que, par exemple, je viens de changer de licence Creative Commons. Plutôt rare, mais ça pourrait arriver. Ou maintenant, on fait telle chose, ou on a changé notre site web, voici le nouveau lien, etc. Puis,
évidemment aussi, toutes les métadonnées, on a développé un pont technologique. Ça, Mathieu n'en a pas parlé dans le projet pilote, mais ça aussi, ça a été fait. En fait, je ne t'ai pas entendu le mentionner, mais on a aussi développé un pont pour envoyer les métadonnées au DOAJ de façon automatique. Donc, à partir du moment où une revue est indexée au DOAJ, toutes les métadonnées qui se trouvent chez Érudit sont envoyées au DOAJ pour indexation. L'avantage d'être sous le parapluie d'Érudit pour une revue, c'est en fait un compte puis un mot de passe de moins à gérer. Ça fait aussi que le DOAJ sait que la candidature vient de nous et comme Mathieu disait, on a un partenariat plus étroit. Donc, je dirais pas qu'ils nous font confiance les yeux fermés, c'est pas vrai, mais c'est sûr que comme on est un partenaire, ils savent que c'est préapprouvé, presque, disons, leur candidature. Donc, ça peut faciliter les choses et les retours aussi, plutôt que de rejeter, ils se retournent vers nous en disant hey, ça plutôt, voilà. Ceci dit, c'est pas une obligation. Comme j'ai dit, on offre le même service d'accompagnement, peu importe. Puis voilà. Et quand vient le moment de faire ce choix-là, on peut en discuter avec la revue, avec la bibliothèque aussi, les pour et les contre. Il y en a d'autres, donc je ne passerai pas du temps là-dessus, mais c'est un point à discuter. On a certaines recommandations et tout. Là, Mathieu l'a évoqué un petit peu. Donc, c'est un point à discuter probablement dans la première rencontre avec la bibliothèque et ultérieurement avec la revue elle-même. La prochaine et dernière diapo, je crois bien. Ben, avant-dernière. La suite. Donc, après aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en rédaction depuis longtemps, puis j'aimerais ça terminer ça. Un guide complémentaire qui serait à la fois complémentaire au webinaire qu'on veut donner aux revues, pas à ce webinaire-ci, mais à le webinaire d'intro qu'on fait aux revues, et aux analyses, simplement parce que là, ce que vous avez vu comme analyse, comme grille d'analyse, et ce qu'il y a sur le site du DOAJ, Mathieu l'a évoqué, c'est le critère sans aucune autre explication. Et des fois, il y a certains critères qui sont pas nécessairement, qui vont pas de soi, qu'on a besoin d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment ou porter un peu d'attention. Donc, on est en train de rédiger. Là, je suis à la phase plutôt coupée dans le guide pour faire quelque chose de pas trop monstrueux, pour simplement accompagner un petit peu plus à la fois les bibliothèques et les revues quand vient le moment de faire le travail sur les critères qui ne sont pas satisfaisants pour l'instant à la lumière de l'analyse. Puis le guide, il n'est pas fait pour être lu d'un couvert à l'autre, il est plus fait pour être lu j'ai un problème avec ce critère-là, je vais aller voir à la page 12 du guide qui va me donner un petit peu plus de détails et tout ça. Puis on ne réinvente pas la roue non plus, on n'explique pas c'est quoi une licence Creative Commons, puis comment une petite phrase, puis on pointe vers des ressources existantes ou à exister. Et ça sera peut-être quelque chose à discuter là, dans le cadre du réseau CIRCE. Qu'est-ce qui manque à développer comme outil, comme guide pour qu'on puisse référer. J'aurai éventuellement besoin de relecteurs et relectrices pour cette première mouture du guide, juste pour voir est-ce que c'est trop, c'est pas assez, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Donc, s'il y a des volontaires, je serai preneuse. Je vous invite à vous manifester. Et puis, je vois un cœur, je ne sais même pas de qui ça vient, mais tant mieux, il y a quelqu'un qui est volontaire, j'adore. Et puis, super. Alors, ma question, et ce qui va ouvrir la discussion, c'est est-ce qu'on commence à travailler ensemble? Et c'est oui, comment? J'en ai pas parlé non plus ni à Mathieu ni à Sophie, mais je propose peut-être de stopper l'enregistrement si on est capable de faire ça techniquement pour vous permettre de vous exprimer comme vous le voulez. Et puis, voilà. Donc, l'enregistrement va pouvoir être partagé à d'autres gens. Moi, ça va devenir aussi une petite carte de visite pour des gens qui ne sont pas là et, par exemple, des bibliothécaires qui n'ont pas pu assister. Si jamais je dis, hey, tu as des revues chez toi qui ont besoin d'aide et tout, je pourrais dire, tu es curieux ou tu es curieuse de voir le type de service qu'on offre, je pourrais envoyer ce lien-là justement pour que la personne puisse se mettre à niveau. Et donc, là, Sophie